Permettez-moi de vous emmener pour une petite promenade gastronomique à travers la ville de Bruxelles. Il y a des restaurants huppés et des snacks ordinaires, des magasins de nuit avec du vin bon marché, des sandwicheries et des supermarchés, des boulangers bio et des friteries. La grande variété est frappante. Là, il y a un supermarché asiatique, un restaurant japonais, une pizzeria, un restaurant étoilé français, une boulangerie marocaine, un bar congolais et un traiteur espagnol. Et là, rue de Flandre, un restaurant bruxellois qui sert des abats. Cette riche diversité est ancrée dans Bruxelles et son histoire. Je veux savoir comment et quand toutes ces cuisines et habitudes alimentaires étrangères sont apparues. Mais je veux éviter les clichés. C'est faux que les Italiens ont ouvert des restaurants à Bruxelles après 1950. Ces restaurants existaient déjà avant la Première Guerre mondiale. Les villes et les régions ont toujours eu des influences étrangères. Souvent, après un certain temps, ces éléments étrangers disparaissent. Quoi de plus belge que des moules frites? Pourtant, ces moules proviennent des Pays-Bas et ces pommes de terre du sol européen, mais initialement de l'Amérique du Sud. À leur arrivée en Europe, les pommes de terre étaient vues d'un œil tordu. Ils ont peut-être été bons pour les sauvages non catholiques, mais pas pour les pieux européens. Les pauvres et les pauvres obtenaient des pommes de terre, c'est vrai. Mais vers 1850, tout le monde mangeait des pommes de terre, même le roi des Belges. La culture alimentaire étrangère, et je parle des ingrédients, de la méthode de préparation et de service, des sauces et de la façon de manger. Donc la culture alimentaire étrangère se crée parce que les gens, les produits et les idées circulent. Les Bruxellois partent en vacances en Espagne, par exemple. Ils rapportent des souvenirs à la maison, lisent des articles sur les plats espagnols dans des magazines, vont dans un restaurant espagnol à Schaerbeek et cuisinent authentiquement à la maison à partir d'un livre de cuisine. Ils intègrent donc dans leur culture alimentaire la paella, ou les spaghettis, le couscous, le pilaf, les souvlaki, etc. Mais l'influence la plus directe sur la culture alimentaire locale vient des migrants. Plus que la langue, la religion ou l'appartenance ethnique, l'alimentation est préservée lorsque les migrants s'installent quelque part. Ainsi, la deuxième génération d'Italiens à New York a rapidement oublié la langue et voit la religion principalement comme du théâtre, mais chérit l'alimentation della casa comme très précieuse. En gros, Bruxelles connaît 4 vagues de migration qui amènent à chaque fois différentes nationalités et donc différentes cultures alimentaires à la ville. Permettez-moi d'aborder très brièvement ces 4 vagues. La première vague est difficile à situer dans le temps car elle dure assez longtemps. Elle commence vers la fin du XVIIIe siècle. Français, Allemands, Néerlandais et Britanniques vivent à Bruxelles. La ville est encore petite, mais elle grandit. Et surtout, elle devient importante car c'est un centre financier, politique, économique et culturel. La Belgique et Bruxelles attirent des industriels tels que l'anglais Cockerill, le néerlandais Voortman ou le français Basse. Souvent, ces hommes deviennent riches et le démontrent en bâtissant des maisons chics, en voyageant dans des endroits élégants, en achetant de l'art et en dînant au restaurant. Ils mangent selon la mode française, qui a des règles strictes et qui sont parfaitement imitées à Bruxelles. Un menu bruxellois est une copie d'un menu parisien. Et la cuisine française domine la cuisine des riches du monde entier, mais elle influence également les repas de la petite bourgeoisie. Un livre de cuisine belge de 1861 en porte les traces. Le traiteur Philippe Codelier écrit ce livre
qui selon lui est le premier véritable livre de cuisine belge, qui contient bien sûr des plats bruxellois, flamands et wallons, mais qui renvoie encore plus à la France. D'autres livres de cuisine belge avec de nombreuses influences françaises sont publiés plus tard. La bouchée à la reine, vrai classique flamand, est aussi française que Bourvil ou Charles de Gaulle. Mais aussi les Britanniques et les Allemands influencent la cuisine culinaire bruxelloise. Les Allemands le font avec leur nouveau type de bière, la pression, qui devient très populaire parce qu'elle est mousseuse et fraîche. Et les Britanniques le font avec du pudding et des pâtisseries. Les migrants des Pays-Bas, de la France, de l'Allemagne et de l'Angleterre n'est pas tous riches, bien sûr. Il y avait aussi des ouvriers non qualifiés et qualifiés, comme par exemple des cuisiniers de France, des artistes, des musiciens, des aventuriers et souvent, et de plus en plus, des réfugiés politiques. Pour ne citer que deux noms bien connus, il y avait Karl Marx et Alexandre Dumas. Ils mangeaient plutôt sans façon, dans des auberges ou à la maison, mais aussi apportaient des traditions de leur pays. À Bruxelles, par exemple, les Français ne mangent pas le pain de blé non bleuté, le pain de ménage, mais préféraient le pain blanc qui était plus cher et plus raffiné. Les Néerlandais, les Allemands, les Français, les Britanniques émigrent toujours en Belgique et la première vague est au fait toujours en cours. La deuxième vague d'immigration commence dans les années 1880. Elle amène des Italiens, des Suisses, des Nord-Américains et d'autres nationalités à Bruxelles. Jusqu'en 1914, ces personnes peuvent s'installer sans restriction, mais après la guerre, les frontières se sont largement fermées. 6 grandes expositions universelles ont attiré des millions de personnes. Ils sont venus travailler, s'amuser et manger à Bruxelles et en Belgique. En particulier, les Italiens et les Suisses sont arrivés à Bruxelles. Ils ont ouvert des magasins pour vendre des pâtes, des vins, des olives et même des œufs qui arrivent tous les jours de Milan. Ils travaillent comme cuisiniers ou serveurs dans les cafés, hôtels et restaurants. Ils vendent des châtaignes chaudes en hiver et des glaces en été. Ils ouvrent des cafés, restaurants italiens, dont le Cirio, près de la Bourse à Bruxelles, est un bel exemple. Mais la Première Guerre mondiale change tout. Et de plus en plus de réfugiés d'Europe de l'Est arrivent à Bruxelles. Beaucoup sont juifs. Ils ouvrent des magasins et des restaurants conformes à des lois diététiques strictes. La troisième vague d'immigration est celle du recrutement des mineurs dans les années 1920. Des contrats sont passés avec l'Italie et la Pologne, du charbon en échange de main-d'œuvre. Après la Seconde Guerre mondiale et d'autres contrats internationaux, les Marocains, des Turcs, des Grecs, des Portugais et des Européens et des gens de l'Europe de l'Est nous arrivent. Et tous apportent leur culture culinaire. Le voyage de retour des vacances signifie l'importation d'épices, de légumes, de viande, de conserves et de boissons. Des boutiques et des bars espagnols, grecs, polonais, bulgares et turcs font leur apparition. Ils vendent des produits étrangers et nationaux à mesure que le migrant s'adapte à la culture alimentaire belge. Et les frites en sont un bel exemple. Elles sont l'alimentation préférée de nombreux fils et filles de migrants marocains et turcs. La quatrième vague d'immigration remonte aux années 1970. C'est principalement le résultat de la migration politique et économique et amène ici des personnes du monde entier. Les gens de Chine, du Chili, du Congo, du Syrie arrivent avec leur culture alimentaire. Ils ont souvent des sociétés amicales et organisent des réunions où ils cuisinent abondamment. Les marchés sont une explosion de couleurs, d'odeurs et de saveurs.
Bruxelles, comme la plupart des villes européennes actuellement, propose chaque jour une cuisine du monde. Il y a toujours eu des migrants. Ils enrichissent une ville, une région et un pays. Ils font cela de plusieurs façons. Cuisiner, manger et parler de l'alimentation peut être le moyen le plus agréable de connaître les gens. Nous et l'autre sont devenus des concepts vides. Il n'y a qu'un seul nous qui, heureusement, est très très varié. Bien sûr, personne n'a besoin d'aimer ou d'apprécier chaque aliment ou plat, mais tout le monde a le grand luxe de choisir. Qui pourrait s'y opposer ?